C'est la période des déclarations. Ne la négligez pas, c'est super important. Si vous ne faites pas votre déclaration dans les temps ou qu'il y a des erreurs, vous pourrez avoir des pénalités. A l'inverse, il est possible d'avoir des bonus, ce qu'on appelle des réductions d'impôts. Si on connaît bien toutes les petites astuces, niche fiscale, déduction, etc. En France, environ 44% des ménages payent un impôt sur le revenu. Et pourtant, très peu le déclarent correctement ou réclament les réductions d'impôts auxquelles ils ont droit. Je suis Ludovic, conseiller en investissement agréé auprès de l'Orias, et je vous propose aujourd'hui de faire votre déclaration d'impôt avec moi, pas à pas. Nous allons tout voir et tout expliquer de A à Z afin que vous compreniez clairement ce qui vous est demandé, d'éviter de faire des erreurs pénalisantes et surtout d'optimiser votre fiscalité en la réduisant au maximum selon votre profil. La déclaration de revenus se compose de 4 parties qui sont les revenus, les charges, les déductions d'impôts et les réductions d'impôts. Pour ce qui est des revenus, nous allons en distinguer 8 différents avec leurs charges respectives. Enfin, les parties déduction et réduction seront communes à tout le monde. Vous pouvez aussi vous aider du chapitrage de la vidéo pour vous y retrouver. D'ailleurs, je vous invite en fonction de votre profil et de vos types de revenus à vous à naviguer selon le chapitrage, parce que certains revenus ne vous concerneront pas. Pour commencer, on va traiter une partie qui concerne le plus de monde, la partie traitement et salaire. Ça concerne les personnes étant liées à un employeur par un contrat de travail, mais aussi la rémunération des gérants majoritaires d'entreprise. Pour les salaires de source française, c'est plutôt simple. Vous avez dès le départ les cases 1AJ et 1BJ, où vous pouvez directement mettre votre salaire. Ça, normalement, c'est déjà rempli par votre employeur. Pour vérifier ces montants, vous pouvez regarder votre dernière fiche de paye de l'année en cours, souvent celle de décembre. C'est écrit en bas de page, vous verrez la somme sur votre dernier salaire. Pour ce qui est des gérants majoritaires, vous pouvez voir la case 1GB et 1JB, qui sont un petit peu plus bas. Dans les deux cas et par défaut, vous êtes à ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. C'est-à-dire que vous n'êtes imposé que sur 90% du montant déclaré, parce que l'État déduit un abattement de 10% pour couvrir vos frais professionnels. Mais seulement dans la limite de 12 305 €. Vous pouvez aussi opter pour le régime réel. C'est ce qu'on peut voir à la toute fin de cette première partie, avec la case 1AK, ou si vous vous déplacez beaucoup, que vous avez une résidence professionnelle ou que vous êtes loin de votre lieu de travail, vous pouvez opter pour le frais réel. Vous avez simplement à mettre la somme de tous ces frais professionnels dans la case. Néanmoins, dans la limite de 14 171 €, peu importe le montant de votre salaire. Il faudra aussi évidemment avoir les justificatifs à la clé. Vous avez aussi quelques cases complémentaires qui sont tout ce qui est pourboire exonéré ou encore droit d'auteur pour les fonctionnaires chercheurs. À ce niveau-là, c'est spécifique. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, remplissez les différentes cases. 2 points à ne pas oublier, les heures supplémentaires et les RTT sont exonérés dans la limite de 7 500 € à l'année dans la case 1GH, que vous pouvez voir ici. En plus, tout ce qui est allocation familiale, allocation logement, RSA et prime d'activité, eux sont totalement exonérés d'impôts. Et ensuite, au-delà de votre salaire et de ceux de votre partenaire, les revenus de vos enfants aussi sont à prendre en compte, s'ils sont encore attachés à votre foyer fiscal. D'ailleurs, vous pouvez garder vos enfants dans votre foyer fiscal jusqu'à l'âge de 21 ans sans condition, et jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils sont étudiants au 1er janvier de l'année en cours. Et au-delà, sans aucune limitation s'ils sont en situation de handicap. Les revenus de vos enfants étudiants peuvent être en partie exonérés dans les cases 1CJ et 1DJ. Les revenus provenant des stages ne sont pas imposables car ce sont des gratifications et non des salaires, et ce dans la limite de 1 SMIC annuel. Les salaires d'étudiants sont exonérés eux aussi dans la limite de 3 SMIC mensuels, et les salaires d'apprentis sont exonérés dans la limite de 1 SMIC annuel. Concernant les enfants que vous ne déclarez plus dans votre foyer fiscal mais à qui vous versez régulièrement de l'argent, ça sera dans la partie déduction d'impôt qu'on traitera un peu plus tard, mais pas maintenant. Mais pour ceux qui ont des salaires de source étrangère, les choses sont un peu différentes. Les salaires perçus sont directement soumis au prélèvement à la source, prélevés directement par votre employeur étranger. Charge à lui d'informer l'administration française de ce que vous avez déjà payé. Ces revenus doivent être indiqués dans l'annexe 2041E et reportés dans la case 8TA. De votre déclaration d'impôt. Si vous avez des revenus provenant de différents pays étrangers, je vous invite à vous faire accompagner par un professionnel parce que les erreurs sont fréquentes. Pour les salaires de source française versés à des personnes vivant à l'étranger, ces revenus sont soumis à des retenues à la source bien spécifiques et sont imposés de cette façon. Je vous invite à faire pause si vous souhaitez les conserver. Pour finir, par rapport à cette partie salariée, tout ce qui est pension, retraite, etc., vous pouvez les voir dans la case 1AS, tout ce qui est pension d'invalidité, case 1 à Z, tous ces éléments sont à indiquer dans la case rente, pension, etc. Ensuite, dans la déclaration, on va passer au deuxième type de revenus catégoriels, les revenus de capitaux mobiliers. Ça concerne en clair tout ce qui est revenus financiers.
La plupart des plateformes d'investissement transmettent directement ces informations à l'administration fiscale et certaines plateformes ne le font pas, donc je vous invite quand même à vérifier et à apposer les différents montants. Pour vous éclairer, il existe plusieurs types de revenus financiers différents qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, les contrats d'assurance vie. Ils concernent les premières lignes, elles sont classées en fonction de l'antériorité du contrat et notamment s'ils ont été créés avant ou après le 27 septembre 2017. Plus le contrat est ancien, plus le taux d'imposition sera bas. 12,8% avant 8 ans, 7,5% après. Mais si votre contrat date d'avant le 27 septembre 2017, qu'on évoquait un peu plus tôt, et qu'il a encore aujourd'hui moins de 8 ans, l'imposition sera un peu plus élevée, elle sera à 15%. Et s'il a plus de 8 ans, l'impôt sera identique à 7,5% avant comme après 2017. Ensuite, à partir de la case 2DC, vous avez les revenus de plus-value de placement, via la vente d'actions et des versements de dividendes. Mais vous avez aussi tout ce qui est revenus de produits à taux fixe, ce qu'on appelle aussi les obligations, les produits de dette, ou encore les produits de plan d'épargne retraite lorsque vous ressortez du capital. En fonction des placements que vous avez, il ne vous reste plus qu'à compléter là ou les lignes correspondant à vos types de placements ou à vérifier les montants qui ont été déjà transmis par vos plateformes d'investissement. Petite remarque néanmoins, vous pouvez opter pour le régime d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais du coup, en cochant la case 2OP. Par contre, attention, si vous faites ça, tous vos revenus de capitaux mobiliers seront soumis à votre tranche d'imposition. Ça veut dire que si vous êtes imposé à 0 ou 11%, il peut y avoir un avantage. Par contre, si vous êtes dans la tranche d'imposition au-delà de 30%, à ce niveau-là, il faut toujours opter pour le forfait parce que ça sera toujours plus avantageux. Au-delà de la tranche à 11, par contre, ça sera toujours plus intéressant d'opter pour le forfait que pour le barème d'imposition. Enfin, pour tout ce qui est fiscalité des stock options, du traitement de l'imposition du 150 obétaire, actions gratuites et BSPCE, on ne les verra pas ici. Ce sont des cas complexes qui demandent une consultation plus approfondie. Maintenant, on va traiter tout ce qui est revenus non salariés. Il faudra remplir une déclaration bien spécifique qui est la déclaration 2042 CPRO. Mais comme vous faites probablement la déclaration en ligne, il faudra simplement cocher si vous êtes en BIC, BNC, etc. qu'on va justement voir à l'instant. Il y a plusieurs sous-catégories à prendre en compte. Les revenus industriels et commerciaux, les revenus non commerciaux, les micro-entreprises, les bénéfices agricoles et la location meublée, professionnelle et non professionnelle. Comme vous faites probablement votre déclaration en ligne, il vous suffira de cocher la case qui correspond à votre activité. On va commencer par les micro-entreprises, anciennement auto-entrepreneurs. Si vous vendez des marchandises ou des prestations de services commerciales, vous devrez directement mettre votre chiffre d'affaires de l'année dans la case 5KO ou 5KP. Et si vous faites une activité libérale, des prestations de conseil en clair, vous devrez apposer votre chiffre d'affaires dans la case 5HQ. En fonction de ces trois types de revenus, vous aurez certains abattements sur votre chiffre d'affaires. 71% d'abattement sur le chiffre d'affaires pour la vente de marchandises, 50% de chiffre d'affaires par rapport aux services commerciaux, et 34% du chiffre d'affaires pour les activités libérales. Pour cette partie, il est aussi possible d'opter pour le versement libératoire de l'impôt. Dans ce cas, vous devrez simplement cliquer sur le type de revenu correspondant et compléter les cases suivantes selon votre activité. 5 TA pour la vente de marchandises, 5 TB pour les prestations de services commerciaux, 5 TE pour les professions libérales. Le régime micro est très simple à compléter. Maintenant, on va pouvoir passer au régime réel du BIC, BNC et bénéfices agricoles. Concernant les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles, on va commencer par eux. Ça concerne tout ce qui est activité de vente de marchandises, de prestation de services commerciaux et évidemment l'activité agricole. Certains revenus ne sont pas fiscalisés, mais ils demandent quand même à être déclarés. Voici à quoi ça ressemble cette partie de la déclaration d'impôt. Vous pouvez voir les deux déclarations, bénéfices agricoles d'un côté et bénéfices industriels et commerciaux de l'autre. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'elles sont extrêmement similaires. C'est juste le nom des cases qui change, mais la finalité est identique. Donc on va se focaliser sur les bénéfices industriels et commerciaux, et pour les bénéfices agricoles, si vous en avez, ça marche de la même manière. Pour faire simple, les lignes 5KC et 5LC sont les plus importantes, vous y ajoutez votre revenu imposable d'activité professionnelle. Les autres lignes répondent à des situations bien spécifiques. Par exemple, si vous avez des subventions d'équipement, ce qui marche beaucoup dans l'agriculture, ou des plus ou moins values générées sur l'exercice, ou même si vous générez un bénéfice en provenance de sources étrangères. Petite remarque, les bénéfices en provenance de l'étranger ne sont pas retenus dans le calcul du prélèvement à la source, et les lignes 5DK et 5DM sont déjà prises en compte dans le revenu imposable déclaré un peu plus haut dans la fameuse ligne 5KC. En extension des revenus BIC, on va parler du LMNP, la location meublée non professionnelle, parce que c'est issu de ce régime-là. Pour le petit détail, pour rester éligible au dispositif LMNP, vous devez respecter l'une des deux conditions suivantes. Les revenus perçus via le LMNP doivent être inférieurs à 23 000 € sur l'année et les revenus LMNP ne doivent pas être supérieurs à 50% de vos revenus totaux
toutes sources confondues. Pour ces revenus, vous devez choisir entre deux régimes d'imposition différents. Le micro-BIC que vous pouvez voir à l'écran. Dans ce cas-là, vous ne déduisez aucune charge, mais vous avez droit à un abattement forfaitaire de 50% des loyers perçus. Le montant avant abattement sera simplement à reporter dans la case 5ND. Le deuxième régime, quant à lui, c'est le régime réel. Il vous permet de déduire toutes vos charges récurrentes, plus l'amortissement comptable de votre bien. Le bénéfice imposable sera quant à lui à reporter dans la case 5NA. Attention néanmoins, si jamais vous dépassez les seuils qu'on a évoqués plus tôt du LMNP, vous passerez en location meublée professionnelle. On appelle aussi le LMP. Et dans ce cas, voilà ce qui se passera. La valeur de vos biens en LMP ne sera plus comptabilisée dans le calcul de votre IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Votre bénéfice imposable sera assujetti aux cotisations sociales et devra être noté dans la case 5KC. Et vos déficits sont à noter dans la case 5KF parce que c'est très important, ils sont reportables et ils sont aussi imputables sur vos autres revenus catégoriels. Et pour finir avec la catégorie bénéfices non salariés, on va passer au BNC, bénéfices non commerciaux. La déclaration est similaire aux revenus BIC et agricoles. Certains revenus ne sont pas fiscalisés mais demandent quand même à être déclarés. Ici, la case 5KC est la plus importante. Vous y ajoutez votre revenu imposable d'activité professionnelle. Les autres revenus répondent à des situations bien spécifiques là aussi, des subventions d'équipement, des plus ou moins values générées sur l'exercice par exemple, ou encore si vous générez des bénéfices en provenance de sources étrangères. Petite remarque néanmoins, les bénéfices en provenance de sources étrangères ne sont pas retenus dans le calcul du prélèvement à la source et les lignes 5XP et 5XH sont déjà prises en compte dans le revenu imposable déclaré justement plus haut dans la case 5QC. On va maintenant passer à un type de revenu que beaucoup de personnes ont, les revenus fonciers. Attention par contre, si vous louez votre bien en meublé via le dispositif LMNP, vous n'êtes pas dans la bonne partie. C'est une partie qu'on a traitée un petit peu plus tôt dans le chapitrage, dans les bénéfices industriels et commerciaux. Ici, on va traiter de la location nue. Pour les revenus fonciers, vous devez compléter la déclaration 2044 en cochant la case revenus fonciers et la reporter sur votre déclaration d'impôt. C'est pas compliqué, mais il faut être organisé. Si pour vos biens immobiliers, vous avez opté pour la catégorie micro-foncier, vous avez simplement à cocher la case sur votre déclaration d'impôt. C'est un régime qui est éligible dans la limite de 15 000 € à l'année. Vous faites la somme de vos loyers perçus, vous déclarez ce montant directement et vous obtenez un abattement de 30% sur ce revenu et c'est fini. Le régime réel, quant à lui, demande un peu plus de rigueur. Vous devez additionner toutes les charges que vous payez sur votre bien locatif, intérêts d'emprunt, charges de copro, assurance, gestion, etc. Vous faites la différence entre vos loyers perçus et toutes les charges que je viens d'évoquer. Ce bénéfice sera directement imposable en case 4BA. Si jamais vous avez un bien qui est dans le dispositif fiscal Robien ou encore Borloo 9, vous devrez cocher la case 4BZ pour indiquer le montant de votre amortissement dans la case 4BY. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante, la partie déduction et réduction d'impôt. Avant tout, vous devez comprendre la différence entre une déduction et une réduction d'impôt. Une déduction d'impôt vient agir par le haut. Elle vient réduire votre revenu imposable. Votre assiette taxable devient donc plus faible et donc en résultant vous payez moins d'impôts. Alors qu'une réduction d'impôt vient agir directement par le bas. Elle vient attaquer directement l'impôt à payer. Ces deux composantes sont donc complètement cumulables. Vous allez voir. On va d'abord s'attarder aux déductions d'impôt qui existent. On va donc venir réduire votre revenu imposable si vous me suivez. La première, c'est les pensions alimentaires versées à des membres de votre famille qui ne sont pas rattachés à votre foyer fiscal. Les pensions alimentaires versées à un ascendant de maximum 3 968 €, s'il vit sous le même toit que vous. Sinon, c'est au régime réel des charges payées. La pension alimentaire versée à un enfant majeur non rattaché de 6 674 € maximum, ça augmente un petit peu chaque année. Attention par contre, les personnes recevant ces pensions devront le déclarer eux-mêmes dans leur propre déclaration de revenus. Et la deuxième, c'est le plan d'épargne retraite, le PER. C'est un placement qui est souvent proposé en tant que réduction d'impôt, mais ce n'est pas le cas. C'est une déduction d'impôt parce que chaque somme que vous verserez cette année sera déduite de votre revenu imposable de l'année en cours. Mais attention, l'ensemble de ces sommes versées sera réintégré dans votre revenu fiscal de référence lorsque vous ressortirez le capital, souvent à l'âge de la retraite. Il n'a donc d'intérêt que si vous changez de tranche d'imposition à la retraite. Si vous restez dans la même tranche, ça n'aura pas d'impact. Vous repoussez simplement votre impôt au lieu de le réduire. Ce type de placement correspond plutôt à un certain type de profil, les professions libérales, médecins, avocats, etc., qui ont de grosses baisses de revenus à la retraite. Les sommes versées sur le PER peuvent être déduites de votre revenu fiscal de référence dans la limite d'un plafond annuel, ou à 10% de vos revenus dans la limite de 35 192 € par an. Aussi, l'État vous offre la possibilité d'utiliser les plafonds des 3 années précédentes
si vous ne les avez pas encore utilisés. Par exemple, si vous n'avez jamais placé d'argent sur un PER et que vous souhaitez bénéficier de l'abattement de 4 399 €, vous pourrez déduire au total 17 596 €, soit 4 399 € x 4. Petit détail, si vous utilisez vos plafonds des années précédentes pour investir sur le PER, vous devrez le faire dans un ordre décroissant. C'est-à-dire que vous utilisez d'abord votre plafond de l'année N, puis N-1, puis N-2, et seulement après le plafond de N-3. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas N-3, pour l'année suivante, il sera perdu. Mais avant de vous précipiter dessus, vérifiez bien que le PER répond à votre profil. Ensuite, on a les réductions d'impôts. Il en existe beaucoup. Donc à vous de voir celles qui vous correspondront le mieux. Nous pourrons par la suite faire un rendez-vous ensemble si l'une de ces solutions capte votre intérêt. Gardez à l'esprit que la plupart de ces solutions rentrent dans un plafonnement de niche fiscale de 10 000 € par an. Avant de parler de dispositifs fiscaux, retenez juste que vous pouvez obtenir des réductions d'impôts avec tout ce qui est employé à domicile, garde d'enfants, jardinage, etc. Le tout à hauteur de 50% du montant payé, dans la limite du plafonnement des niches fiscales évidemment. Pour ce qui est des placements défiscalisants, il en existe des plus performants que d'autres. Vous avez l'investissement en lois Girardin industriel. Vous financez les développements des collectivités d'outre-mer et en échange l'État vous donne droit à une réduction d'impôt d'environ 120% du montant investi. Avec par contre un plafond allant au-delà du plafonnement des niches fiscales. Le plafond ici est beaucoup plus élevé puisqu'il s'établit à 52 941 €, sous certaines conditions. C'est aussi le seul dispositif fiscal existant qui donne droit à une réduction d'impôt plus importante que le montant investi. Maintenant, le placement en FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Vous investissez dans de jeunes entreprises innovantes et dans des PME. En échange de cet investissement, l'État vous donnera droit à une réduction d'impôt de 18% du montant investi, dans la limite de 12 000 € d'investissement par an. Votre investissement devra néanmoins être conservé pendant une période minimale de 5 ans et la plus-value générée ne subira pas d'impôt sur le revenu. Seulement les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qu'on appelle la CSG et la CRDS. Finalement, vous investissez dans l'économie réelle, vous pouvez faire de belles plus-values, mais le risque reste aussi très important, donc soyez vigilants. Ensuite, vous avez les placements immobiliers défiscalisants, le Pinel et le De Normandie. Le premier dans le neuf et le second dans la réhabilitation de logements anciens. Si vous investissez à crédit dans ces biens locatifs, cela vous permet de créer un capital pour votre futur, tout en agissant sur votre impôt pendant des périodes de 6, 9 ou 12 ans. Vous pouvez obtenir une réduction d'impôt de 2% de la valeur du bien chaque année, dans la limite de 6 000 € par dispositif et du plafonnement des niches fiscales, soit des biens d'une valeur maximale de 300 000 €. Le dispositif Pinel ne sera plus disponible à partir de 2025. Le dispositif De Normandie, quant à lui, sera préservé pendant encore 2 ans jusqu'à fin 2026. Pour rester dans l'immobilier, les dispositifs Malraux et Monuments historiques vous permettent de réduire vos impôts de 100% du montant des travaux générés par ces investissements. Le Malraux a un plafond de 400 000 € de réduction d'impôt sur 4 ans au total, alors que le dispositif Monument historique n'a pas de plafond. Il existe aussi les investissements forestiers. Ils donnent droit à une réduction d'impôt de 25% du montant investi, dans la limite de 5 700 € de réduction d'impôt sur l'année et par personne. Ces dispositifs ont tous leurs avantages. Mais retenez bien qu'on ne fait jamais un investissement dans un pur but fiscal. Ces investissements doivent s'inscrire dans un projet global. Moi, c'est Ludovic, conseiller en investissement agréé par l'Orias. Si vous souhaitez agir sur votre fiscalité ou mettre en place une stratégie dédiée à votre profil, nous pouvons faire un point ensemble sur votre situation et vos objectifs afin de créer une stratégie clé en main et sur mesure qui répondra à vos besoins. Vous pouvez réserver le créneau qui vous convient via le lien en description juste en dessous. C'est offert. Néanmoins, si vous réservez un rendez-vous, honorez-le, puisqu'il y a un nombre limité, et ici l'idée c'est de répondre au plus de personnes possible. Ou en tout cas de prévenir au moins 24 heures à l'avance en cas de désistement. Je vous dis à très bientôt.